Alors, imaginez qu'on lise absolument tout ce qui s'est écrit sur la psychologie comportementale, qu'on mémorise chaque stratégie de productivité possible et imaginable, et qu'au final, on réalise que toute cette accumulation de savoir, ça garantit presque mathématiquement notre échec. Ouais, c'est le grand paradoxe en fait. Le cerveau qui se fait pirater par sa propre soif d'apprendre. Exactement. Et aujourd'hui, on plonge justement dans la toute dernière étape de notre exploration sur la mécanique des habitudes. On a vu ensemble la force des petites décisions, l'élan, l'impact de notre environnement, mais là, on arrive au moment de vérité. Le moment où ça passe ou ça casse, quoi. Voilà, notre mission aujourd'hui, c'est plus de décortiquer la théorie, mais d'aborder un truc beaucoup plus sombre. Le gouffre psychologique qu'il y a entre juste accumuler des connaissances passivement et l'action réelle, parce que l'auteur est catégorique là-dessus. Le savoir seul, c'est une illusion hyper dangereuse. C'est ça. Le danger, il est même carrément biochimique en fait. Comprendre intellectuellement un concept, ça crée un leurre dans notre tête. Un leurre super puissant. Ah ouais, hein? Genre, physiquement parlant? Complètement. Quand on découvre une nouvelle idée, disons la magie de l'intérêt composé appliquée au quotidien, le cerveau lâche une énorme dose de dopamine. Le cortex préfrontal, qui gère la planification, il se met à simuler l'action. Mhm. Et cette simulation mentale, elle est tellement vive, tellement réelle pour le cerveau, que le système de récompense s'allume, exactement comme si on avait vraiment fait le travail. Waouh! Donc en gros, on ferme le livre, on se sent hyper compétent, on a l'impression d'avoir changé de vie, alors que... Alors qu'on n'a pas bougé de son canapé, ouais, rien n'a changé dans la réalité. Et c'est là que la motivation, si elle n'est pas suivie d'une action immédiate, elle devient une sorte de narcissisme intellectuel, enfin une façon de se flatter soi-même. Mais attends, j'ai envie de me faire l'avocat du diable 2 secondes. C'est quand même bien de se sentir motivé, non? Je veux dire, c'est toujours ça de prix par rapport à quelqu'un qui s'en fout? Bah justement, l'auteur utilise vraiment le mot leurre, parce que cette sensation d'accomplissement qu'on ressent juste en lisant, elle devient l'ennemi de l'accomplissement réel. Parce qu'on a déjà eu la récompense. Exactement. Si le cerveau te donne la récompense juste pour avoir imaginé le succès, pourquoi tu irais te fatiguer à faire l'effort physique ou mental dans le monde réel? C'est fou ça. Donc, étudier une méthode assidûment, ça peut carrément agir comme un anesthésiant. Ouais, la littérature scientifique est pleine d'exemples comme ça. Il faut arrêter de croire à la magie de la prise de conscience. La mécanique des petits choix quotidiens, elle est aveugle à nos grandes épiphanies intellectuelles. Elles s'en foutent de nos bonnes intentions, quoi. Totalement. Elle ne réagit qu'aux actions physiques. Lire un bouquin sur le marathon, ça n'a jamais musclé les mollets de personne. La valeur mathématique de l'intention dans la réalité, c'est de zéro. C'est brutal, mais c'est clair. Donc, passer à la pratique, c'est un peu un combat contre notre propre biologie. Mais disons qu'on y arrive. On lance la machine, les nouvelles routines s'installent, la courbe monte. Sauf que, l'auteur nous prévient qu'il y a souvent une rechute. Oh oui, la rechute est presque inévitable. Voilà, la fatigue s'accumule, on a une semaine horrible au boulot, et bam, les anciennes petites habitudes inoffensives reviennent. Pourquoi notre cerveau, qui sait que la nouvelle méthode est géniale, pourquoi il fait marche arrière aussi vite? C'est une question de plasticité cérébrale. Tes anciennes habitudes, tu les as répétées pendant des années. Neurologiquement, c'est des autoroutes à 8 voies. L'information y circule à toute vitesse sans aucun effort. Alors que la nouvelle habitude, La nouvelle habitude, c'est un petit sentier que tu viens d'ouvrir à la machette dans la jungle. ah l'image est géniale. Et du coup, quand tu es stressé ou épuisé, ton cortex préfrontal qui a besoin de beaucoup d'énergie pour te discipliner, il n'en peut plus. Il passe le relais au ganglion de la base, la zone des automatismes. Et pour économiser l'énergie, le cerveau prend l'autoroute. Directement. L'ancienne habitude reprend le volant avant même que tu t'en rendes compte. C'est un peu comme, tiens, prenons l'image d'un sous-marin. Une vieille mauvaise habitude, c'est une micro-fissure sur la coque. Quand t'es en surface, pendant les vacances, tout va bien. La pression est nulle. Ouais, la fissure a l'air inoffensive. Tu te dis, oh, un petit écart, c'est rien. Mais plonge ce même sous-marin dans la pression écrasante du quotidien. Les urgences, le stress, la pression transforme la micro-fissure en une brèche énorme. C'est exactement ça, la pression environnementale. Et c'est là que l'auteur propose un vrai filet de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait quand l'eau commence à rentrer, du coup? Il recommande un truc tout simple en cas de rechute, relire le livre, relire les principes de base. Juste relire, ça paraît un peu léger, non? En fait, cognitivement, ça crée ce qu'on appelle une interruption de schéma, un pattern interrupt. Au lieu de laisser l'autoroute neuronale dicter ton comportement, relire force ton cortex préfrontal à se réveiller. Ah, ça le force à se réengager dans la partie. Voilà.
Ça court-circuite la cascade de la rechute. C'est pas juste de la lecture, c'est un outil de recalibrage neurologique. D'accord. Mais ce recalibrage, ça demande de ne pas se mentir à soi-même. Et pour ça, l'auteur donne un outil d'évaluation qui fait un peu froid dans le dos. Le test du miroir des 5 ans. Ah oui, celui-là, il pique un peu. Tu m'étonnes. Le principe, c'est de regarder objectivement les 5 dernières années. Est-ce que la réalité financière, la santé, le couple d'aujourd'hui, ça correspond à ce qu'on espérait il y a 5 ans? Et est-ce que les mauvaises habitudes qu'on disait vouloir arrêter à l'époque sont toujours là? En général, le constat, il est glacial. C'est normal que ça choque. Il y a un truc très connu en psychologie, le biais d'optimisme, mélangé à ce qu'on appelle la dépréciation temporelle. C'est-à-dire? En gros, le cerveau humain considère son moi du futur presque comme un inconnu. Il y a 5 ans, on supposait naturellement que notre moi d'aujourd'hui serait plus riche, plus fit, plus discipliné. Comme par magie, sans rien changer au système. C'est ça. Le miroir des 5 ans, il détruit cette illusion directe. Il prouve que le temps qui passe, ça règle absolument rien. Si tu ne changes pas les actions quotidiennes, la courbe reste plate. Et la conclusion de l'auteur est super tranchant. Il dit que si on n'est pas là où on voulait être, c'est uniquement à cause de nos propres choix. Une responsabilité totale. Ouais, mais là, je mets un stop. Imputer 100% de notre vie à notre seule volonté, c'est pas un peu excessif? Je veux dire, le monde est chaotique, il y a des crises économiques, des licenciements, des accidents de la vie. Dire que tout est de notre faute, c'est pas occulter complètement les trucs qu'on ne contrôle pas. C'est un super point. Ça touche en plein cœur le concept du locus de contrôle en psycho. Le locus de contrôle. Ouais. Face à un truc externe et chaotique, genre un plan social dans ton entreprise, quelqu'un avec un locus de contrôle externe va dire que sa stagnation, c'est la faute du marché, du patron, de la fatalité. C'est une posture de victime, en fait. D'impuissance acquise, oui. L'auteur, lui, il impose un locus de contrôle interne extrême. Il ne nie pas qu'il y a une tempête économique. Mais il dit que la façon dont tu as réglé tes voiles pendant la tempête, ça, c'était 100% ta responsabilité. Ah, la nuance est hyper importante. C'est pas l'événement qu'on contrôle, c'est notre réponse à l'événement. Exactement. C'est du pur stoïcisme appliqué aux habitudes. Le but, c'est pas de se flageller sur le passé ou de se sentir coupable. C'est un levier vers l'avenir. Parce que si on accepte qu'on a créé notre présent, Alors, on réalise qu'on a le pouvoir total de forger notre réalité dans 5 ans. Le miroir des 5 ans, il ne sert pas à pleurer. Il sert à reprendre le volant. c'est fascinant cette bascule du pouvoir. Et d'ailleurs, ça nous amène au dernier gros renversement de perspective du livre. Jusqu'ici, on n'a parlé que d'optimisation personnelle. Mes habitudes, mes résultats, mon miroir. Ouais, un truc très centré sur soi. Sauf que l'auteur, il révèle une ambition très différente à la fin. Son but ultime à lui, c'est d'être arrêté dans un aéroport dans 10 ans par quelqu'un qui lui dira que sa vie a été transformée par ses concepts. Il pèse d'un système fermé à un système ouvert. Exactement. Il dit que la vraie signification du succès, c'est pas ce qu'on accumule, mais l'impact collectif concret. C'est là que l'effet cumulé prend toute sa puissance, en fait. Il sort de l'individu pour créer une onde de choc dans l'entourage. Et la méthode pour faire ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet ricochet. Mais la règle est hyper contre-intuitive. L'auteur dit que la route la plus rapide pour avoir un truc, c'est de le donner. Ouais. Tu veux de la confiance, donne de la confiance. C'est ça, tu veux être optimiste, inspire les autres. Tu veux réussir, aide tes collègues à réussir. Bon, sur le papier, ça sonne un peu fleur bleue, non? Un peu naïf dans notre monde ultra compétitif. Ça a l'air naïf, mais c'est une stratégie psychologique d'une efficacité terrifiante, crois-moi. Ah oui, comment ça marche concrètement? Ça repose sur la réciprocité sociale et les neurones miroirs. Si tu essayes de donner de la confiance à un collègue, tu es obligé de modéliser cette confiance. Tu dois jouer le rôle en quelque sorte. Voilà, tu adoptes le langage corporel, le ton de la voix, l'état d'esprit. Et en forçant cette expression pour aider l'autre, ton propre système nerveux intègre et automatise le truc. Ah, donc l'altruisme ici, c'est carrément un accélérateur d'apprentissage personnel. C'est un hack, ni plus ni moins. Et le livre donne même un devoir pratique. Il dit d'identifier 5 personnes autour de soi, famille, collègues, fournisseurs, et de devenir leur professeur. De leur expliquer l'importance des choix cumulés. Et ça, c'est un coup de maître de l'auteur. Mais pourquoi? Transformer ses proches en élèves, c'est pas se construire un piège social monumental. C'est exactement le but. C'est ce que Festinger appelait la dissonance cognitive. Quand tu professes une règle publiquement, ton cerveau supporte pas l'idée de violer cette règle. L'hypocrisie devient physiquement insupportable. Ouais. Imagine, tu expliques à 5 collègues que la constance, c'est la clé de tout et que la victimisation, c'est nul. Et le lendemain, tu arrives en retard en pleurnichant que c'est la faute des bouchons et de l'économie.
Le regard de ces 5 personnes, ça va être un miroir accusateur insoutenable. Tu t'enfermes volontairement dans une cage de responsabilité. C'est l'effet Hawthorne. Le fait de savoir qu'on est observé, ça change notre comportement. En fait, en enseignant ces concepts, on brûle nos propres vaisseaux. Exactement. Le retour en arrière devient socialement impossible sans perdre toute crédibilité. Et l'auteur le sous-entend très fort. Si tu gardes le silence sur ces principes, c'est pour te garder le confort de pouvoir rechuter en privé. Waouh! Le silence autorise l'échec secret. C'est ça. Le partage public cimente l'habitude. Tu passes d'une discipline solo, qui est super fragile face à tes baisses de motivation, à un engagement social en béton armé. La boucle est bouclée. On est parti d'un savoir stérile et solitaire qu'on a dû transformer en action transpirante. Ensuite, on a regardé notre miroir des 5 ans pour reprendre la responsabilité totale. Et pour verrouiller tout ça, on devient un mentor pour que la pression sociale positive nous empêche de reculer. C'est la mécanique intégrale du changement. Mais juste avant de terminer, il y a une réflexion qui me vient et qui va peut-être un peu au-delà du livre. L'auteur part du principe que notre entourage va bien réagir à cette transmission. Mais imaginons qu'on applique cette élévation mutuelle dans un écosystème hyper cynique, genre une culture d'entreprise ultra toxique où tout le monde se tire dans les pattes et où garder l'information pour soi, c'est la norme. Ouais, le fameux jeu à somme nulle. Voilà. Dans ce contexte, partager ces leviers de réussite, est-ce que c'est un acte de leadership absolu qui va finir par transformer toute la boîte par ricochet, ou est-ce qu'on prend le risque suicidaire d'armer nos propres concurrents qui vont utiliser nos principes contre nous? C'est la grande question. Est-ce que la générosité radicale survit à un environnement de prédateurs, ou est-ce qu'elle a besoin d'un minimum d'empathie à la base? C'est le test de résistance ultime pour toute cette méthodologie face à la théorie des jeux en milieu hostile. Ouais, ça donne à réfléchir, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.